Aujourd'hui on s'attaque aux intégrales de Wallis, elles sont très importantes notamment dans le chapitre des suites d'intégrales. C'est un calcul que vous verrez en classe préparatoire, donc autant le voir maintenant, comme ça vous serez prêts. Donc c'est un exercice que vous pourrez soit avoir en TD soit en contrôle et qui apparaissent régulièrement à des concours, donc à maîtriser. Avant de vous laisser avec la vidéo, je me permets de vous mettre à contribution parce que c'est vous qui faites vivre cette chaîne, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et à me le dire par message, sinon moi je suis pas au courant, enfin par message en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est important et comme ça vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo à votre entourage, c'est très important, pour eux comme pour moi. Et sur ce, bon visionnage. De Wallis, on est parti, donc on définit Wn comme l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n de x dx. Donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette intégrale est bien définie? Ici on est sur un intervalle fermé borné, donc on pourrait démontrer que la fonction elle est continue sur ce fermé borné et donc l'intégrale serait bien définie, vu qu'elle serait égale à une valeur nette. Donc on va dire que sur 0 pi sur 2, on va avoir que la fonction qui a x associe sinus de x est continue. On va également avoir sur R que la suite de fonctions fn qui a x associe x à la puissance n, elle est continue. Donc par composé de fonctions continues sur un segment fermé borné, on a que Wn, la suite d'intégrale, est bien définie. Bon, on est en train de dire que c'est une suite. Avec les suites, c'est intéressant de savoir si c'est des suites convergentes ou divergentes, si c'est des suites croissantes ou décroissantes. Et pourquoi pas des suites minorées ou majorées. Donc on va regarder tout ça. Donc on va déjà pouvoir dire que sur 0 pi sur 2, on va pouvoir dire que notre fonction sinus, elle, est comprise entre 1 et 0. Quand on compose avec la fonction qui a x associe x à la puissance n, on va avoir du 0 à la puissance n, donc 0, inférieur à sinus à la puissance n de x, inférieur à 1 à la puissance n, donc 1. Et quand on compose une inégalité avec les intégrales, vu que l'application entre guillemets intégrale est une application qui est dite croissante, ça va conserver la croissance de notre inégalité. Donc ça nous fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 0 dx, donc 0, on va avoir 0 ici. Ici, ça nous fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n de x dx, donc ça c'est notre Wn. Et on va avoir l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx, donc ça nous fait du pi sur 2. Donc là déjà on vient de démontrer que notre suite Wn était bornée. Donc si on veut montrer qu'elle est convergente, il n'y a plus qu'à montrer qu'elle est soit croissante, soit décroissante. Ici ce que je vous propose, c'est qu'on s'attarde un petit peu sur la fonction fn qui a x associe x à la puissance n. On va voir que cette suite de fonctions sur l'intervalle fermé 0, 1, c'est une suite de fonctions qui est décroissante. C'est-à-dire qu'on va avoir 0, qu'on va avoir 1 ici, et que donc on va avoir x carré, x à la puissance 3, blablabla, x à la puissance n. Par exemple, si on prend x qui est égal à 1 demi, 1 demi c'est compris entre 0 et 1, et 1 demi va être plus grand que 1 quart, qui va être plus grand que 1 huitième, qui va être plus grand que 1 16e. Donc on va se servir de cette justification pour dire que quand on prend un nombre entre 0 et 1 et qu'on le compose à la puissance n, quand on compare avec le terme n plus 1, ça va être plus grand. Donc ici notre sinus il vit sur 0 pi sur 2, donc on a dit que sinus de x, cette chose-là, appartenait à 0, 1, quand x appartenait à 0 pi sur 2. Donc on va pouvoir écrire que sinus à la puissance n de x va être plus grand que sinus à la puissance n plus 1 de x. Vu qu'ici on applique la fonction fn à sinus de x. Et donc, par croissance de l'intégrale, quand on va intégrer entre 0 et pi sur 2, là on va avoir Wn et là on va avoir Wn plus 1. Donc on vient de démontrer que notre suite numérique Wn était décroissante. Donc elle est minorée et décroissante, donc convergente. Et là on pourrait se demander, mais convergente vers quelle valeur? On va déterminer sa limite quand n tend vers plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn va être égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n de x dx. Et attention, ici on va échanger le symbole limite et le symbole intégrale, mais à une seule condition. Et cette condition, c'est le théorème de convergence dominée. Donc je vais pas vous faire la preuve de l'utilisation du théorème parce qu'ici elle est vraiment facile. Donc en disant que les conditions sont vérifiées, on va interchanger limite et intégrale grâce au théorème de convergence dominée. Et on va dire que c'est intégrale de 0 à pi sur 2 de la limite de n qui tend vers plus l'infini de sinus à la puissance n de x dx. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déterminer la limite de sinus à la puissance n de x. Donc ici, quand on a que x appartient à 0 pi sur 2 exclu, on va avoir que le sinus de x, lui, va être strictement inférieur à 1 et va être positif. Donc quand on va passer à la puissance n, ça nous fait 0 inférieur à la sinus à la puissance n de x inférieur à 1 à la puissance n, donc 1. Et vu qu'on est strictement inférieur à 1, quand n va grandir, on va tendre vers 0. Parce que ça, c'est l'histoire du 1 demi, 1 quart, 1 huitième, 1 16e, etc., etc. Donc ici, on a que sinus à la puissance n de x tend vers 0. Et quand x est égal à pi sur 2, on va avoir que sinus à la puissance n de x va être égal à 1.
Sauf que quand on génère une intégrale seulement sur un point, en l'occurrence pi sur 2, eh bien ça ne va pas changer la valeur de l'intégrale dans le cas où on excluait ce point. Donc en fait ici l'intégrale de la limite, eh bien ça va être la limite, ça va être 0 sur le segment 0 pi sur 2, vu qu'on est avec une intégrale. Donc ça va nous faire l'intégrale de 0 à pi sur 2, donc la limite on a dit que c'était 0 dx, et donc ça c'est 0. Donc la suite Wn converge vers 0. Là on va avoir une petite propriété sympathique, je vous avais fait une vidéo sur la propriété du roi, et quand on l'applique ici, eh bien on va avoir un résultat assez sympa. Donc ça va nous faire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n de la somme des bornes, donc pi sur 2 plus 0 moins x, donc ça c'est la propriété du roi qui nous dit que c'est égal. Ça va être l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus à la puissance n de pi sur 2 moins x dx. Et quand on se fait un petit cercle trigonométrique, donc j'ai pris l'angle x et j'ai pris l'angle pi sur 2 moins x, et bien quand on regarde le sinus de cette fonction ici, et bien on voit que la hauteur ici, cette distance, est égale à la distance qu'on va retrouver ici. Donc en fait, le sinus de pi sur 2 moins x va être égal au cosinus de x. Donc ça va nous faire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus à la puissance n de x dx. Donc voilà, les intégrales de Wallis, que ça soit un sinus ou un cosinus, ça ne va pas changer vu que ça va être égal. Bon, maintenant on a une suite numérique qui est définie de manière explicite, on pourrait se demander est-ce qu'on ne peut pas trouver une formule de récurrence? Donc c'est ce qu'on va chercher à faire apparaître, donc on va faire l'intégrale de 0 à pi sur 2. Ici, on va essayer d'intégrer, et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une intégration par partie. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse apparaître un produit, on dit que c'est sinus de x fois sinus à la puissance n-1 de x dx. On va poser que u' est égal au sinus de x et que v est égal à sinus de n-1 de x. Donc u va être égal à moins cosinus de x et que v' va être égal à n-1 facteur de cosinus de x sinus n-2 de x. Là, j'utilise que u à la puissance n, quand on dérive, ça nous fait du n, u', u, n-1. Donc ça va nous faire moins cosinus de x facteur de sinus à la puissance n-1 de x compris entre pi sur 2 et 0, plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de x facteur de n-1 facteur de cosinus de x facteur de sinus n-2 de x dx. Ici, le terme entre crochets, eh bien cosinus évalué en pi sur 2, ça fait 0, et sinus évalué en 0, ça fait 0. Il va nous rester donc n-1 facteur de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus carré de x facteur de sinus à la puissance n-2 de x dx. On va transformer le cosinus carré en 1 moins sin carré grâce à la relation 1 est égal à sin carré plus cos carré. Ça va nous faire n-1 de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 moins sin carré de x facteur de sinus n-2 de x dx. On va développer ce petit mot, donc ça nous fait n-1 intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus n-2 de x moins sinus à la puissance n de x dx. Et donc là, on va séparer notre intégrale en deux, et donc ça va nous faire n-1 facteur, et là on reconnaît wn-2 moins wn. Donc on a cette petite relation, ce que je vous propose c'est qu'on mette tous les wn à gauche, donc ça va nous faire wn plus n-1 de wn qui est égal à n-1 de wn-2. Et donc ça nous fait n-wn qui est égal à n-1 wn-2. Ce qui était encore égal à wn qui est égal à n-1 divisé par n-wn-2. Dans les intégrales de Wallis, vous trouverez plus généralement ce résultat, wn plus 2 qui est égal à n plus 1 divisé par n plus 2 wn. C'est exactement la même formule, transformez ici le petit n en n plus 2, donc ici ça va faire 1 plus 2, ici 1 plus 2 et 1 plus 2, et vous retrouvez exactement la même formule. C'est juste que la mienne sera un petit peu plus utile pour comprendre la formule de récurrence généralisée. Ça sera un petit peu plus naturel. Ici, quand on regarde notre formule de récurrence, on se rend compte qu'en fait, n dépend de n-2. Donc, quand on va prendre un entier, s'il est pair, eh bien wn, vu qu'il sera en fonction d'un entier pair, sera également pair, vu qu'il y a une différence de 2. Si on prend un entier impair, eh bien les indices seront également impairs en fonction de impair. Donc en fait, on va voir une récurrence qui va se passer sur les entiers pairs et une récurrence qui va se passer sur les entiers impairs, vu qu'il y a un décalage de 2. Donc on va regarder ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les entiers pairs. Donc on va poser que P est égal à 2n, avec P et n des entiers naturels évidemment. Donc on va avoir que W2n va être égal à 2n moins 1 divisé par 2n facteur de W2n moins 2. On va réappliquer notre formule. Donc ici P, ça va être le nombre qui va diviser. Donc on va avoir donc toujours 2n moins 1 divisé par 2n. Ici, ça va nous faire du 2n moins 2. Et au numérateur, on va avoir du 2n moins le terme qu'on avait en dessous, moins 1, donc moins 3. W2n moins 4.
Et donc, on va pouvoir continuer comme ça, ainsi de suite. Donc, on va avoir 2n moins 1 divisé par 2n. Ensuite, on va avoir 2n moins 3 divisé par 2n moins 2, etc., etc. Ensuite, on va avoir, là, au numérateur, c'est que des entiers qui sont impairs. Et au dénominateur, on va avoir des entiers pairs qui sont avec un plus 1 par rapport à eux. Donc là, si on a 5, ici, ça va être 6. Ici, si on a 3, ça va être 4. Et ici, si on a 1, ça va être 2. Fois W0, parce qu'on n'oublie pas la formule de récurrence que eh bien, le début, eh bien, ça part d'un W avec un certain indice. Et ici, vu que c'est les entiers pairs, eh bien, ça va être W0. W0, quand on calcule rapido, eh bien, ça nous fait du sinus à la puissance 0, donc 1. Et donc 1 intégré sur 0, pi sur 2, ça va nous faire du pi sur 2. Donc pi sur 2 ici. Et combien y a-t-il de termes ici? Eh bien, vu qu'on fait W2n, eh bien, dans les entiers pairs, si on a 2n qui sont pairs, eh bien, on va avoir n entiers. Donc, on a n termes en produit. Sans compter, évidemment, le W0, parce qu'en fait, quand on écrit 2n jusqu'à blablabla à un certain entier, eh bien, si on factorise tout par 2, eh bien, ça nous fait n. Ensuite, vous allez avoir n-1, n-2, blablabla jusqu'à 1. Et ensuite, vous allez avoir le terme 0. Eh bien, quand vous multipliez tout par 2, vous allez avoir 2n, 2n moins 2, 2n moins 4, nanana, et le 1, il va devenir un 2. Donc, entre 2 et 2n, eh bien, il y a n termes. Mais le W0, on le compte pas. Bref, il y a un produit de n termes. Ce qu'on n'aurait pas pu voir aussi facilement avec la formule de récurrence W de n plus 2 qui est égal à n plus 1 divisé par n plus 2 de Wn. Bon, bref, au numérateur, vous voyez, eh bien, il y a un produit de nombres impairs. Ça nous fait un peu penser au factoriel, mais c'est pas vraiment une factorielle, ça n'existe pas une factorielle de nombres impairs. Donc, ce qu'on va faire, et ça, c'est une technique très couramment utilisée avec les exercices où il y a des factoriels, etc. Quand vous avez un produit de nombres impairs, pensez à multiplier par tous les nombres qui sont pairs, qui manquent, pour faire apparaître une jolie factorielle. Et vu qu'on va faire apparaître un produit en multiplication, on va composer ça en division. Donc, ça va nous faire 2n, donc là on va multiplier par tous les entiers qui sont pairs qui manquent, et on va aller jusqu'à 2n, donc 2n facteur de 2n moins 1, facteur de 2n moins 2, facteur de 2n moins 3, blablabla, fois 6, fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Divisé, et donc là, tous les nombres qu'on a rajoutés en multiplication, et bien en fait, c'est exactement le dénominateur. Donc en fait, le dénominateur, il va être mis au carré. Donc ça va nous faire du 2n, 2n moins 2, blablabla, 6 fois 4 fois 2, bref, le tout au carré. Donc au numérateur, on va avoir un joli 2n factoriel qui va apparaître, et au dénominateur, ce que je vous propose, c'est qu'on factorise tout le produit par 2, parce que c'est un produit de nombres pairs. Et vu qu'il y a n termes, si on factorise par 2, ça nous fait du 2 à la puissance n, facteur de bien n fois n-1 fois blablabla fois 3 fois 2 fois 1. Et là, j'étais parti pour oublier le pi sur 2, mon dieu. Donc fois le total pi sur 2, cette histoire-là. Sauf qu'au dénominateur, vous reconnaissez eh bien ici le produit d'une factorielle classique. Donc en fait, ici, ça va nous faire du n factoriel, et on n'oublie pas le gros carré final, parce que tout ça c'était au carré, que vous pouvez écrire comme 2n factoriel divisé par 2 à la puissance 2n, n factoriel au carré, pi sur 2. Bon, on a fait les nombres pairs, maintenant on va s'attaquer aux nombres impairs. Donc on va poser que p est égal à 2n plus 1, on va regarder w de 2n plus 1. C'est égal à, avec la formule de récurrence que je vous ai mis en bleu, ça va nous faire du 2n divisé par 2n plus 1, w 2n moins 1. Ce qui va nous faire du 2n divisé par 2n plus 1, facteur de 2n moins 1 en division, et donc 2n moins 2 au numérateur, fois w 2n moins 3. Bon, maintenant, on va faire une sorte de récurrence dans notre tête, rebelote, ça va nous faire un produit de 2n divisé par 2n plus 1, 2n moins 2, 2n moins 1, blablabla. Et donc, au numérateur, vous voyez que c'est des entiers qui sont pairs, au dénominateur, vous voyez que c'est des entiers qui sont impairs, avec un plus 1 par rapport au numérateur. Donc, ça va nous faire ici du 4 cinquième fois 2 tiers fois, ici on va avoir du W1, parce que la formule de récurrence, eh bien, elle s'arrête sur un certain W. Et vu que le dernier terme ici qu'on a écrit c'est 2 tiers, eh bien quand on regarde dans la formule de récurrence, quand le dénominateur il vaut 3, eh bien dans le W P-2, eh bien ça nous fait W de 3 moins 2, donc 1. Donc c'est comme ça qu'on sait que le dernier terme c'est W1. Au passage, quand on calcule rapido W1, ça nous fait l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de x dx. Et ça, quand on intègre, ça nous fait du cosinus de 0. Donc ça va renvoyer 1, donc en fait W1, on le met pas. Donc là, quand on regarde bien notre fraction, notre produit de fraction, eh bien vous allez voir qu'au numérateur, on a un produit de nombres pairs, et au dénominateur, on a un produit de nombres impairs. Donc là, on va utiliser la même astuce qu'on avait utilisée pour les nombres pairs. On va multiplier la partie de la fraction où il y a les impairs par les nombres pairs qui manquent. Donc au dénominateur, on va multiplier par tous les nombres pairs qu'il y a au numérateur. Donc au numérateur, c'est comme si on multipliait tout au carré.
donc 2n facteur de 2n moins 2 facteur de blablabla fois 4 fois 2, tout ça au carré, et au dénominateur on va multiplier par les mêmes. Et là donc on va faire apparaître du 2n plus 1 en factoriel, vu que le numérateur il va jusqu'à 2n, ça va nous faire du 2n plus 1 en factoriel. Bon, le numérateur rebelote avec ses histoires de nombres pairs, on va tout factoriser par 2, donc ça va nous faire du 2 à la puissance n qui va apparaître, vu qu'il y a n termes, facteur de n fois n-1 fois n-2, etc. Donc ça va nous faire du n factoriel. Le tout à la puissance 2, divisé par 2n plus 1 en factoriel. Et donc le 2, on peut le distribuer, ça nous fait apparaître du 2 à la puissance 2n et du n factoriel avec du petit carré. Donc évidemment là on vient de trouver un terme récurrent pour les nombres pairs et les nombres impairs, mais on ne l'a pas démontré par récurrence, parce que j'ai la flemme, mais vous ne devez pas faire ça, vous devez faire une récurrence dessus. Donc vous posez une hypothèse de récurrence, etc. et vous le démontrez proprement. Sinon c'est pas vraiment prouvé quoi. Bon, on a déjà fait plein de choses, mais maintenant on pourrait se poser la question, est-ce que cette suite numérique a des équivalents en plus l'infini ? Bon, on sait que notre suite elle est décroissante, donc on va avoir que WP va être plus petit que WP-1, plus petit que WP-2, plus petit que blablabla, plus petit que W0. Et on va avoir que 1 est plus grand que WP divisé par WP-1. Quand on passe le WP-1 de l'autre côté, eh bien on va avoir WP-1 plus grand que WP. Sauf qu'avec cette égalité-là, on va pouvoir minorer le WP-1 par WP-2 vu qu'on est avec la fonction inverse. Donc on va pouvoir dire que c'est WP divisé par WP-2. Et ça, c'est super parce qu'en fait, ce qu'on vient de faire apparaître, ce terme-là, on le retrouve très exactement ici. Vous prenez cette égalité, vous la divisez par WP-2, et bien vous obtenez que ce petit terme ici est égal à P-1 divisé par P. Et donc, par encadrement, on a que la limite quand n tend vers plus l'infini de WP divisé par WP-1, elle va être égale à 1. Et ça, c'est très exactement la définition de WP est équivalent en plus l'infini à WP-1. Bon, cette petite égalité en bleu, elle est vraiment chouette, elle nous permet de faire plein de trucs. Ce que je vous propose, c'est qu'on la récupère et donc on multiplie à gauche et à droite par P. Donc on va avoir dans notre petite égalité que j'ai mis en bleu ici, on va avoir que WP fois P, donc je vous propose qu'on mette le P devant, comme ça pas d'ambiguïté, va être égal ici à P-1 facteur de WP-2. Bon, là, on a quand même un début assez sympathique, parce qu'ici on a du P fois W avec le même indice. Sauf que ici, vous voyez qu'il y a du P-1 et du P-2. Là, ça nous gêne un petit peu plus, parce qu'on partait bien. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse apparaître, vu qu'ici, à droite, on a du P-1, on fasse apparaître le terme WP-1. Donc, on va avoir cette petite égalité de P, WP, WP-1, qui va être égal ici à P-1 fois WP-1, donc le même indice, WP-2. Bon, et là, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette égalité ? Eh bien, on peut déduire quelque chose de formidable. Ici, en fait, si on définit une suite numérique de cette chose-là, eh bien, vous voyez que là, on a un terme qui est égal au terme d'avant. Ici, ça fait P, P, P-1. Ici, ça fait P-1, P-1, P-2. Donc, exactement les mêmes indices décalés de 1, avec exactement les mêmes fonctions, la même suite numérique. Donc, en fait, là, on vient de démontrer que si on posait Vn qui est égal à n, Wn, Wn-1, eh bien, cette suite numérique-là était constante. Donc, on va pouvoir développer cette égalité jusqu'au premier terme. Et le premier terme de cette suite numérique-là, eh bien, il est, quand P il vaut 2. Donc, ça va nous faire du 2-1, facteur de W2-1, facteur de W2-2. Donc, ici, 0. Ça va nous faire, ici, 1 facteur de W1, W0. Vu que la suite ici est constante, eh bien on va avoir cette jolie égalité. Tout à l'heure, on avait montré que W0 c'était pi sur 2 et que W1 était égal à 1. Donc en fait, on va avoir une jolie suite constante en pi sur 2. Donc pour résumer, on va avoir que PWP, WP-1 va être égal à pi sur 2. Et ça, avec nos histoires d'équivalence, eh bien ça va être génial, on va faire apparaître un résultat qui est d'une beauté. Ici on a que WP est équivalent en plus infini à WP-1. Donc si on prend cette petite équivalence et qu'on multiplie à gauche et à droite par WP, on va obtenir que WP au carré va être équivalent en plus l'infini à WP, WP-1. Ici, l'équivalence en plus l'infini, elle est maintenue parce que c'est juste des calculs de limites. Vous avez deux limites qui sont les mêmes. Vous les multipliez par un nombre fini, par exemple 3, 5, 7. Eh bien, la limite ne va pas changer. WP ici est bien défini, c'est ce qu'on a démontré en début de vidéo. Et ici, vous voyez qu'il y a un petit carré. On est tenté de le faire disparaître avec une racine. Eh bien, laissons-nous tenter. Donc, ça va nous faire WP qui est équivalent en plus l'infini à la racine de WP, WP-1. Mais attention, ici, on est en train de faire des calculs de limites. Et quand on applique une fonction sur une limite, eh bien là, il faut faire très attention à qu'est-ce qu'on fait. On va devoir invoquer la caractérisation séquentielle de la limite. Donc attention, là, c'est un grand mot pour faire peur, mais c'est pas bien méchant.
Si on a un qui tend vers alpha en plus l'infini, eh bien, avec une fonction f qui est continue, on va pouvoir dire ici que f de un eh bien, va tendre vers f de alpha en plus l'infini. Et ça à la condition que f soit C0. Et ce petit théorème s'appelle la caractérisation séquentielle de la limite, qui est très utile parce que du coup ça nous permet bien, de réaliser nos désirs les plus fous. Et ici ça tombe bien, on peut faire du coup ce passage là parce que la fonction racine, elle est continue. Mais elle est continue sur les nombres positifs, donc on va quand même devoir vérifier que W est bien positif. Donc on va regarder l'expression de W, enfin WP, excusez-moi. On a que sur 0 pi sur 2, le sinus est positif. Sinus à la puissance n, un nombre positif à la puissance n va rester positif, et donc l'intégrale d'une fonction positive est positive. Donc ici, notre Wn est positif pour tout n appartenant à grand N. Et c'est pour ça ici que c'est WP et pas moins WP. Donc voilà, ici la justification de la caractérisation séquentielle à la limite, c'est très important, on efface. Mais à quoi ça nous sert de savoir que W est équivalent à la racine de ce truc-là? Eh bien, regardez bien, ce petit terme-là qu'on a ici, on le retrouve juste là. Donc, en gardant seulement à gauche WP facteur de WP-1, on va voir que WP-1, cette chose-là est égale à pi divisé par 2P. Et donc, on va voir que W est équivalent en plus l'infini à la racine de pi sur 2P. Mais vu que moi j'aime bien écrire les choses avec des petits n, eh bien ça nous fait que Wn en plus l'infini est équivalent à la racine de pi sur 2n. Si ça, c'est pas beau. Ce résultat, il nous sert à démontrer d'ailleurs la formule de Stirling. Donc ça peut être intéressant de le mémoriser. J'espère que cette petite vidéo sur les intégrales de Wallis vous a aidé et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter pour me le faire savoir, sinon moi je suis pas au courant. À vous abonner pour louper aucune des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à la partager au maximum autour de vous. Et sur ce, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!